Donc, quelques conques québécoises craquent dans un cul-de-sac, s'exclame Kevin Crachin. Ça lui vaut à Notre-Dame du Cachalot, un petit village québécois où le rêve politique socialiste d'inspiration marxiste a été exaucé le plus entièrement, en a déplaise aux Russes, aux Chinois, aux Cubains et aux autres petits Coréens qu'on connaît. Ça lui vaut donc à Kevin Crachin une fatale lapidation de la part de ses concitoyens. Son crime réside dans l'allitération elle-même, dans l'usage littéraire qui la rend possible. Aussi bien il réside dans sa désolidarisation de l'accent du village Notre-Dame-du-Cachalot, là où les occlusives sont imprononçables. À Notre-Dame, les K s'y arrondissent en devenant des G. Sauf qu'ici, ce ne fut pas le cas, des conques québécoises craquèrent dans un cul-de-sac. Le savoir littéraire est éprouvé alors comme agression contre le savoir démocratique, le savoir de tous, à savoir celui de la communauté. Il faut dire que c'est une manie à Notre-Dame-du-Cachalot de tuer ceux qui prétendent savoir. Ceux qui se flattent d'un savoir horticole, on les lapide. Ceux qui prétendent à la divination, on les lapide. La description de ces lapidations sert en fait au début de la logeuse d'Éric Dupont, c'est ce dont il est question, à nous présenter un village, un état de fait, un monde qui semble pétri par les théories, celle de Marx d'abord, celle de Rosa Luxembourg dans une autre mesure, celle de Freud également. Et un monde donc qui est pétri aussi par des mythes à la valeur allégorique ambiguë. On est néanmoins tenté de prendre au sens littéral, comme le gaz de l'ennui qu'exploitent les habitants du village. Il y a une fabrique de gaz de l'ennui au village, et le gaz est vendu au département de littérature ou aux éditeurs de livres littéraires. De même, par exemple, quand le vent cesse de frapper le village, les habitants se mettent à mourir d'ennui. Mourir d'ennui étant, encore une fois, une sorte d'hyperbole pris au sens littéral dans le roman La logeuse d'Éric Dupont. Donc, la mécanique du roman s'avère donc quelque peu rampeuse. Elle est grinçante, incapable tout à fait de concilier tous ces codes. Souvent lourdement politique, Kevin Crachin est assassiné le 30 novembre 1995, date du second référendum. Le roman donne les serrures et les clés aux lecteurs attentifs. Les allégories et métaphores deviennent insaisissables car déjà trop saisis. Le sens figuré s'y trouve avalé par le sens littéral. Cette stérilité de l'allégorie explique sans doute que la logeuse ne cesse de répéter l'ennui, la fatuité, le caractère dérisoire et puéril de l'université et de ses interprétations, des départements d'études littéraires et au-delà de toute l'institution littéraire en général. Parce qu'une création pure, une communauté de lecteurs libres, encore capable de naïveté, il sera toujours préférable. Shu, maître S-lettres chinoise, dans le roman, s'exilera de sa patrie pour devenir une danseuse nue à Montréal dans le groupe Les Arrière-Petites-Filles de Lénine, préférant le cirque et la danse, frappée de dégoût qu'elle est par tout ce qui est littéraire. C'est une citation du texte. De même pour Gillian, qui termine ses études en littérature à New York pour devenir prostituée à Montréal. Le problème des études littéraires est le même que celui qui frappe Kevin Crachin. Ce savoir à tous égards antidémocratique, spécialisé et inutile ne peut trouver quelque résonance dans le monde quotidien. Et très vite, le plus grand dénominateur s'y substitue, le corps. Chu danse nu, Gillian se vend sur le trottoir. Kafka arrive alors dans l'équation, même s'il me semble n'avoir parlé jusqu'ici que de Kafka. Il hante mon propos, et le projet de cette communication est de vous faire comprendre en quoi, ou plus précisément, de vous faire comprendre ce que Kafka veut dire ici, dans sa représentation, dans son allusion au sein de la littérature métadiscursive contemporaine. Poursuivons quand même un peu avec la logeuse. Suivons la protagoniste, Rosa, dans sa quête du vent, parce que le vent étant disparu à Notre-Dame, il faut le retrouver. Et donc, elle part de Notre-Dame-du-Cachalot pour aller le quérir. Évidemment, le vent doit se terrer quelque part à Montréal. Si elle le trouve, donc, elle va sauver tout son village. À Montréal, cependant, elle doit résider quelque part et elle réside chez la logeuse du titre, Jeanne Joyal, laquelle est férue d'histoire nationale québécoise et elle ne cessera donc de s'opposer à ses locataires. Elle leur opposera son nationalisme identitaire, son pragmatisme historique étriqué de même, alors que ses locataires, elles représentent le multiculturalisme polyglotte des grandes villes. Et sur la littérature aussi, les locataires ne peuvent s'entendre avec leur logeuse. Une scène est forte et cristallise tout le discours sur la littérature qui ravine le roman. Jacqueline, locataire guadeloupéenne, répond aux encouragements de ses camarades. Bonsoir, et lit un petit conte de son cru, un conte allégorique, comprend-on. Et c'est la liesse, les autres locataires applaudissent, mais pas la logeuse.
assez, lance-t-elle, c'est nul à chier, j'ai jamais entendu une chose aussi conne. Franchement, une femme qui se lève le matin pour trouver son mari transformé en crapaud, ça se peut pas, c'est pas possible, c'est pas vraisemblable, tu parles d'une connerie. La métamorphose, on le comprend, ne peut plaire à Jeanne et à son amour du réalisme historique. La métamorphose ne plaît néanmoins à Rosa, la protagoniste, que dans la mesure où elle est aisément déchiffrable, encore une fois, ou est-ce qu'elle est quasiment littérale. Mais non, Jeanne, opposera effectivement Rosa. C'est une allégorie. Jacqueline a écrit un texte à clé. Elle parlera alors de l'aliénation de la femme bourgeoise, de la phase d'émancipation dramatisée par cette métamorphose du mari, comme de la conscience du prolétaire devant l'évidence des structures qui l'écrasent. Lukács ici hurlerait, pour qui Kafka et ses allégories étaient le produit typique d'une bourgeoisie au dernier moment de son déclin. Car, je le précise, il n'est encore question que de Kafka, j'y viens, j'y suis. Rosa ajoute aussitôt, ça l'éclaire mon propos, Rosa ajoute aussitôt que les femmes bourgeoises se reconnaîtront dans cette histoire de métamorphose. Tiens, dit-elle, ça me rappelle un récit de cet écrivain du début du XXe siècle à Prague. Soudain donc, Kafka est là, mais on se garde de le nommer. Il semble ne pas devoir être nommé, parce que Rosa, même si elle a perdu depuis quelques dizaines de pages de son accent gaspésien, ne doit pas dire Kafka. Ça sortirait tout arrondi, comme Kevin Krachin, dont le nom même préfigurait le crime. Hein. Kevin Krachin, devait-on le nommer à Notre-Dame du Cachalot. De même, Gafga, aurait-on dit s'il aurait fallu prononcer le nom de l'auteur de Prague. Kafka hante alors les mots d'Éric Dupont. Mais plus encore, les mots d'Éric Dupont disent quelque chose avec Kafka. Ils disent un échec, d'une certaine manière, l'incapacité d'un souhait qui pourtant insuffle le projet en marche. Toujours, on retombe dans ce roman, à force d'inventions merveilleuses, dans le littéral, dans les clés simples aux serrures faites sur mesure. La logeuse se propose comme un anti-Kafka. Tout est déjà interprété par le texte lui-même, incapable d'atteindre cette impersonnalité chère à Kafka, cette absence causale générale qui en érige les structures. Marx, Freud et Kafka sont désirés par le roman, mais incapables d'y trouver prise, et l'exemple du conte de Jacqueline, je l'ai dit, cristallise cette situation. La métamorphose du bourgeois en grenouille est transparente, confortable, interprétée joyeusement. La métamorphose chez Kafka, c'est tout l'inverse, écrivent Deleuze et Guattari. Il n'y a plus sens propre ni sens figuré, mais distribution d'état dans l'éventail du mot. Évidemment, vous aurez reconnu que c'est Deleuze et Guattari qui parlent. Continue. La chose et les autres choses ne sont plus que des intensités parcourues par les sons ou les mots déterritorialisés suivant leur ligne de fuite. Donc, l'œuvre de Kafka, écrivent Deleuze et Guattari plus loin, c'est une ligne de fuite créatrice qui ne veut rien dire d'autre qu'elle-même. Jacqueline, et par-delà tout le roman de Dupont qu'elle met en abîme, nous dit cette imprononçabilité de Kafka dans ce monde où il faut dire quelque chose. De même, Jacqueline tente désespérément de se faire publier à Paris. Elle veut être entendue et interprétée. Kafka, lui, on le sait, et cela ça participe de son mythe, commander plutôt de tout brûler et qu'il n'en reste rien. Donc, j'en suis déjà au tiers de ma présentation. Il convient que je lève ma visière pour que vous sachiez de quoi je parle exactement. De Kafka, ça, vous l'avez compris, j'imagine, mais surtout de ce que signifie, révèle Kafka, signifiant qui est purement littéraire, relancé depuis quelques décennies à travers les discours critiques pour arriver jusqu'à nous chargé d'un sens qui lui est étranger. Pire, en fait, Kafka signifie maintenant ce sens étranger qu'on met sur le dos de ses œuvres. Le petit fonctionnaire de Prague, dont l'aspiration littéraire trop totale pour être positive, prend le pas sur la vie. Je ne suis que littérature et je ne peux ni ne veux être rien d'autre, écrit-il dans son journal. Il est devenu cette marionnette de la critique. Blanchot laissera d'ailleurs tomber devant l'amas de commentaires qu'aura produit l'œuvre de Kafka. D'où vient ce délire, écrit-il? Pourquoi la lecture ne se satisfait-elle jamais de ce qu'elle lit, ne cessant d'y substituer un autre texte qui, à son tour, en provoque un autre? Il convenait déjà plutôt de Kafka à Kafka que l'œuvre plutôt silencieuse de Kafka a été envahie par le bavardage des commentaires. Ses livres impubliables sont devenus la matière de publication infinie. Cette création intemporelle a été changée en une glose de l'histoire. Elle n'est guère étonnante alors la prudence tout allusive de Deleuze et Guattari qui ouvrent leur célèbre essai. Nous n'interprétons pas, disent-ils. Et on reconnaît leur prose lorsqu'ils explicitent leur projet tout à la négative. Nous n'essayons pas de trouver des archétypes qui seraient l'imaginaire de Kafka, sa dynamique ou son bestiaire. Nous ne cherchons pas davantage des associations dites libres. On connaît le triste destin de celles-ci, toujours nous ramener aux souvenirs d'enfance ou pire encore aux fantasmes, non pas parce qu'elles échouent, mais parce que c'est compris dans le principe de leur loi cachée.
Nous ne cherchons pas non plus à interpréter et à dire que ceci veut dire cela. Mais surtout, nous cherchons encore moins une structure avec des oppositions formelles et du signifiant tout fait. Nous ne croyons qu'à une politique de Kafka qui n'est ni imaginaire ni symbolique. Nous ne croyons qu'à une ou des machines de Kafka qui ne sont ni structure ni fantasme. Nous ne croyons qu'à une expérimentation de Kafka sans interprétation ni signifiance, mais seulement à des protocoles d'expérience. Donc c'était Deleuze-Guattari. Il me semble que dans cette intention se trouve le cœur de la signification de Kafka. Il faut aux critiques exprimer à la négative leur entreprise d'interprétation. Il leur faut se soustraire à toutes les constructions. Ils aspirent à une non-interprétation, à un commentaire où les critiques ne seraient plus audibles. La littérature, écrivent-ils, n'a de sens que si la machine d'expression précède et entraîne les contenus. Dans leur approche même, c'est cette machine qu'on voit survenir d'abord, une machine d'écriture qui crée du thème, du mouvement, non du sens. Donc, ce que Kafka veut dire constitue une sorte de truisme critique qui envahit la critique française aux abords du structuralisme. Et ce truisme a trouvé en Kafka une figure riche. Il s'agit de l'interprétation en soi, d'un geste analogique en trop, en surplus toujours. Kafka est marqué par ce surplus, lui qui voulait d'abord, dans un geste ambigu, c'est vrai, soustraire son œuvre et qui fut volé au silence par Max Brod, lequel édifia de là sa carrière critique. S'enfilèrent alors les gloses. Il y a un continent critique complet sous l'œuvre de Kafka. Et ce continent dit le travail de sape que la littérature, comme institution, construction, savoir savant, fait subir au silence porteur de Kafka. Marthe Robert, à qui il fut reproché de diverses manières ce qu'elle imprima sur l'œuvre de Kafka, en commençant par le filtre psychanalytique qu'il lui appliqua lourdement, avait déjà cette prudence d'écrire que Kafka n'est jamais là où les concepts prétendent le fixer. Les commentaires philosophiques, théologiques, voire littératurologiques échouent tous, dit-elle. Ce sont des paroles révélatrices, convient Blanchot au sujet de ses commentaires, mais il ajoute aussitôt des paroles usurpatrices. En littérature québécoise contemporaine, dès lors qu'on décrit la littérature, que le roman se propose d'être un commentaire lui-même sur la littérature, trois figures se démarquent. Elles reviennent comme indices de la classe littéraire. La première en évidence est sans nul doute Flaubert, ce symbole de la dégénérescence littéraire selon Lukács. Ce fantasme intransitif, religion autonome et abstraite que serait la littérature, mais dont on craindrait la disparition, qu'on répéterait dans sa résistance. L'autre figure d'égale évidence, c'est Marcel Proust, d'autant que les romans métadiscursifs mettent généralement en scène un écrivain, et quoi de mieux que l'œuvre de Proust, que Genette résumait délicieusement par « Marcel devient écrivain ». C'est quand même rapide. Mais plus encore, Proust représente cette classe sociale de l'écriture. Si Flaubert est le projet idéologique, Proust constitue, à tort ou à raison, l'aspiration sociologique, une liberté flâneuse, hors des réalités matérielles, dans les hautes sphères et dans le prestige. Proust représente la force du style comme Flaubert, mais une force socialement investie. Vient alors Kafka, troisième référence, dont le projet fut aussi radical que celui des deux autres, à y bien regarder, mais dominé dans toutes ses sphères. Il fut incapable de gloire et de liberté. Nous n'avons pas ici un rentier, nous n'avons pas un atome fréquentant les cercles aristocratiques. Nous avons un fonctionnaire dont l'écriture se paie par le sacrifice de la vie et dont l'écriture est volée dans le temps par la glose. Nous avons un Kafka fomenté par la critique. Si on retourne à la logeuse d'Éric Dupont, on comprend bien, il me semble, ce que veut dire Kafka. Il s'agit de tourner le dos à la littérature comme organisation, comme interprétation, pour revenir à l'écriture, au protocole d'expérience, à cette réalité ni littérale ni figurée. Kafka est appelé alors comme force vive contre l'institution, et le roman trouve une force dans ce geste. Cependant, le roman de Dupont doit aussi admettre qu'il ne peut invoquer Kafka, que Kafka est alors imprononçable. Son silence ne peut donner naissance à la fable de Jacqueline comme à celle du roman. Seul comme Kafka, titrait Marthe Robert, on pourrait dire que la logeuse fait l'expérience de cette solitude. Kafka ne peut être récupéré, il ne peut que dire, dans sa présence-absence, le rejet savant de la littérature qui a envahi son œuvre, mais le reste n'est qu'une sorte de silence dont la logeuse n'a que faire, qui est un livre qui parle beaucoup, au contraire, qui parle lourdement. La protagoniste de Carnet de thèse de Tiphaine Rivière, une bande dessinée française récente, fait porter sa thèse sur une allégorie de Kafka. Elle y échoue au fil des pages, coincée dans les fantasmes ambitieux de son directeur de thèse, qui lui fait lire en passant toute l'œuvre de Schopenhauer. Le spécialiste de Kafka, tel qu'il est illustré par la littérature, est un érudit qui usurpe la vie, qui fouille le superficiel, non pour trouver du sens, pour saisir une mécanique, non, plus simplement, il veut produire du commentaire. Ainsi, Tchéky, professeur d'université, spécialiste de Kafka, l'amant de la narratrice dans La brèche de Marie-Cécile Labrèche, dès les premières pages, écrase la narratrice écrivaine. Mon prof de littérature était couché sur moi et il m'écrasait de tout son poids, et il en a du poids, et moi, j'osais à peine respirer.
Tout le roman se fonde sur cet amour dominé, contraint, aimer le prof de littérature et l'institution qui vient avec, aimer en étouffer le brouhaha impossible qui vient avec cet homme et ses commentaires savants, tout cela mis continuellement au regard de la solitude de la narratrice, de sa dépendance complète envers cet homme-système occupé par autre chose. Se pourrait-il qu'il finisse enfin par quitter sa femme pour moi, se demande la narratrice. J'ai peur de revenir à Montréal et que tout redevienne comme avant, moi, seul, dans mon 4,5, lui, trop occupé, sa femme, ses enfants, ses cours, ses étudiants, son hypothèque, Kafka, ses conférences, ses milliers de responsabilités, ses recueils de poésie. Moi, mon livre, je l'écris sur sa peau, à même sa vie. Je creuse dans sa chair notre histoire, je vole sa peau pour écrire le livre de ma vie. Il est guère étonnant à cet égard que l'écrivaine fasse un enfant dans le dos du professeur. Cette manière de braconnage de l'institution, cette exploitation du poids de son corps qui lui pèse pour le transformer en texte puis en vie, c'est le genre d'alchimie que la figure de Kafka appelle. Fuck the system, do it, s'exclame-t-elle durant l'acte. Mon prof de littérature va me faire un bébé dans quelques instants. Le système est renversé parce que la littérature doit être renversée pour atteindre l'écrit véritable. Pour Deleuze et Guattari, encore une fois, l'écriture chez Kafka, le primat de l'écriture, ne signifie qu'une chose, pas du tout de la littérature, mais que l'énonciation ne fait qu'un avec le désir, par-dessus les lois, les États, les régimes. Pourtant, l'énonciation toujours historique elle-même, politique et sociale, une micropolitique, une politique du désir qui met en cause toutes les instances. Cette écriture en détour caractérise le geste de la narratrice de La Brèche qui se fait comme amplifié par le canon de la chorale, le geste de toute une écriture au tournant du millénaire, chez Lénie Arcan, chez Catherine Rikakis, chez Serge Lamotte, d'une autre manière. On oppose au théorique, on sape le pouvoir du théorique, souvent pour lui opposer l'évidence du corps, de la vie, des protocoles d'expérience. Les métaphores sont l'une des choses qui me font désespérer de la littérature, écrit Kafka dans son journal, car la métaphore est ce moment du texte qui appelle l'interprétation pour trouver le dénotatif de second degré, le dénotatif métaphorique, écrit Paul Ricoeur. Il faut créer une fiction heuristique précisément. La métaphore ouvre cet espace dans la mécanique pour qu'y pénètre l'interprète, la glose, le texte savant, ses infinis commentaires. Aussi Kafka a-t-il toujours refusé la métaphore, lui préférant la métamorphose pour éviter cette invasion. Du moins, la prudence me fait ajouter que toute une actualisation de cette figure indique ce lien de causalité de par son choix de la métamorphose. Chez Mavrocordatos et chez Arcan, Kafka ne s'avise guère d'apparaître, sinon dans le principe qu'il semble coordonner, celui entre un langage coincé dans les serres spécialisées, celles des facultés de littérature qui sont surreprésentées, surprésentes, et la liberté de corps de l'écrivaine mise en scène, où l'expérience semble toujours en but au système. Il est vrai que je parle beaucoup, je parle trop, lit-on dans Putain de Nelly Arcan, mais jamais devant le psychanalyste, sa présence gêne le développement de ma pensée. D'ailleurs, il ne s'y intéresse pas, il est trop spécialisé. De même pour les professeurs de littérature qui jamais ne la fréquentent comme pute. Ils préfèrent les livres, jouir des mots et des concepts, de l'espace stellaire, de la volonté de puissance et de l'éternel retour. Ils ne pensent pas à moi quand je suis trop lourde de ma chair, trop encombrante, et quand je parle, c'est parfois très gênant. La gêne du langage dit le pouvoir du professeur, du psychanalyste et la nécessité de braconnage de l'écriture, qui ne peut les éviter qu'à se taire, qu'en jouant le silence de Kafka. Détourner le poids du système littéraire, le détourner par le sexe ou par la digestion, comme le font les romans de Mavrocordatos. C'est une piste de lecture à laquelle je tiens, mais que j'ai pas le temps de développer aujourd'hui. On note que dans ces 3 premiers livres, on rote, on avale, on vomit, on défèque avec une grande régularité. Toujours pour dire de biais, une réticence devant la reproduction utérine, la filiation, la continuité de la littérature des maîtres. Tout cela constitue une résistance à un système de commentaires qui révèle et usurpe pour parler comme Blanchot. Une résistance assurément vaine, comme l'indiquent ses diverses œuvres. Elles mettent en scène l'université, le savant et son pouvoir pour le saboter, mais surtout pour le rappeler. Donc, il paraissait trop évident de parler d'entrée de jeu de Tarquin-Paul de Serge Lamotte, roman dans lequel Kafka prend toute la place. Ta fascination pour Kafka n'est pas nouvelle, lit-on dans ce roman à la 2e personne. La narration précise. Tu penses que Kafka a découvert une chose capitale, c'est qu'en littérature, tout peut être dit et que peut-être pour cette raison précise, rien ne peut l'être. On y note de même l'existence d'une littérature si abondante sur l'œuvre de Kafka, des interprétations si diverses, une inflation de commentaires si loufoque, qu'on en vient à espérer qu'un peu de silence se fera autour d'elle afin de nous permettre de mieux les entendre. Cet exemple, trop évident, me permettra de terminer ma présentation, mon délire, qu'on pourra ajouter à tous ceux qui s'entassent sur le corps étouffé du pauvre écrivain de Prague. Car dans ce livre de Lamotte, on nous raconte la quête du narrateur, un écrivain étudiant en littérature qui cherche à créer une œuvre de fiction qui ressemble plus à la vie que la vie elle-même, note le narrateur.
mais qui cherche en même temps à retrouver la trace de Kafka, étant passé en 1911 avec Max Brod, lors de leur voyage à Paris, par la petite bourgade de Tarquimpol. Cette trace s'avère évidemment insaisissable. La recherche physique et réelle d'un Kafka ne peut résulter qu'en une sorte d'échec, car la vie de l'homme n'est d'aucun secours devant la littérature. Il faut penser à la réponse de Kafka telle qu'est révélée par Barthes. Cette réponse, elle est technique. Voilà, encore une réponse de Kafka, écrit Barthes, que c'est finalement la précision d'une écriture qui engage l'écrivain dans le monde, non pas dans l'une ou l'autre de ses options, mais dans sa défection même. C'est parce que le monde n'est pas fait que la littérature est possible. Barthes écrit alors à l'orée de son Racine, à l'ombre de Sartre et de l'engagement, et il trouve en Kafka une figure où la vie et l'œuvre s'avèrent radicalement divisées, rejoint l'opposition romantique du monde à la littérature. Ainsi, le narrateur de Tarquimpol trouve la littérature, mais non le monde. Nous avons un récit, une intimité, une vie par la littérature qui naît alors dans la quête de Kafka, nul besoin du Kafka historique. Le roman nous indique la nécessaire défection de l'écrivain. En ses premiers moments déjà, le livre montrait où il logeait en présentant le professeur Ménard, directeur de maîtrise du narrateur, et sa verbeuse connaissance de Kafka. Encore un autre spécialiste, ils sont foisonnants. Car le professeur qui assénait sa science en prenant des pauses, c'est une citation du texte, ne sait qu'épiloguer sur les connaissances savantes de Kafka, sur la justesse de ses métamorphoses, d'un point de vue biologique. Il observe si la métamorphose est possible d'un point de vue biologique ou même d'un point de vue scientifique. Et le spécialiste est donc capable de laisser au texte ce qu'il ne doit pas au réel. Il est incapable de laisser au texte sa mécanique, son désir, son corps. Donc oui, encore une fois, la littérature représentée par l'universitaire s'avère ridiculisée, et oui, encore une fois, au nom de Kafka, comme si on voulait répéter cette vérité simple, et que Kafka constituait le chemin privilégié pour dire cette vérité. La littérature est révélée et usurpée par son institution. Il faut lui opposer un désir, une politique pure. Patrick Thiard traçait cette histoire ironique de la littérature parlant des écrivains négatifs, et en l'occurrence donc de Kafka. La littérature, comme on sait-il, donne naissance à sa propre émulation par et pour elle-même. Elle s'autonomise, elle va se réclamer de son propre pouvoir, puis peu à peu, le décrier, pour enfin en avoir la hantise, jusqu'à vouloir constamment l'effacer. Tant de livres québécois contemporains jouent dans ce scénario-là, mais tant de fois pour dire quoi, hein? Une sorte de parodie de carnaval, un rappel du pouvoir qui guette derrière les mots de la littérature, pourquoi pas, mais avec dans la mécanique une sorte de vœu pieux, de fausse modestie structurelle, parce qu'à dénoncer la place de l'université dans la littérature, on le sait bien, on ne s'adresse alors qu'aux universitaires. Un peu comme Kafka dans sa prière à Max Brod de tout brûler et qu'il n'en reste rien, on aura souvent lu un vœu empêché, un désir trop grand pour être dit. Le poids trop lourd de la littérature, après tout, c'est bien ce qui finit chez Kafka et chez les autres à produire quelques succès d'années d'écriture. C'est ce qui les justifie, d'une autre manière. Merci.